Il y avait eu deux traités de Paris, l'un en 1814 après la première abdication de Napoléon, et l'autre en 1815 après la seconde abdication, donc au moment des deux restaurations des Bourbons, qui avaient réglé la question des frontières de la France. Alors le premier traité les avait ramenés à celle de 1792, à très peu de choses près, et celui de 1815 sera plus sévère, après Waterloo, il va les ramener à celle de 1789, à très peu de choses près également. Et il va en outre imposer le paiement d'une indemnité de guerre et l'occupation de provinces frontalières, le temps que cette indemnité soit versée pendant 5 ans. Et donc, ces deux traités sont distincts du Congrès de Vienne. Hein. Le Congrès de Vienne, il commence dès la première abdication de Napoléon, il va se continuer sans interruption pendant les 100 jours, comme si de rien n'était, et les Alliés d'ailleurs vont se contenter, une coalition a toujours tendance à se disloquer, elle n'est pas disloquée, elle va se renforcer, et on va être tellement certain que Napoléon sera vaincu qu'on continue tranquillement le Congrès. Il n'y a que Napoléon qui pense que son entreprise chimérique puisse réussir. Et ce congrès, il va redessiner la carte de l'Europe qui a été bien charcutée par Napoléon. Hein, puisque Napoléon a organisé à sa guise, avec plus ou moins de logique, pris dans l'engrenage de ses conquêtes. Hein, l'annexion de la rive gauche du Rhin entraîne l'entrée en guerre de l'Angleterre, et c'est un héritage de la Révolution, il ne peut pas y renoncer, et donc il envahit l'Espagne, il décrète le blocus continental, ce qui l'oblige à envahir l'Espagne, puis à attaquer la Russie. Bref, il est pris dans cet engrenage, et il redécoupe la carte en fonction des besoins de son empire. Et il y a une conséquence de toutes ces conquêtes, qui passe un peu inaperçue, mais qui est quand même très importante, c'est l'abolition du Saint-Empire romain. En 1806, après la défaite d'Austerlitz et l'entrée de Napoléon à Vienne, eh bien l'empereur François II abdique la couronne du Saint-Empire et prend à la place le titre d'empereur d'Autriche. À l'origine, les Habsbourg sont seulement ducs d'Autriche, mais là, leur titre d'empereur vient du Saint-Empire, mais comme c'est plus du Saint-Empire, et bien il prend le titre d'empereur d'Autriche. Alors l'Autriche reste un empire, avec plusieurs langues, plusieurs civilisations même, mais ce n'est plus le Saint-Empire romain. Le congrès est placé sous l'égide du prince de Metternich, qui est chancelier d'Autriche. C'est lui qui va concevoir l'ordre issu du congrès de Vienne. Mais au départ, le congrès, il est sous la domination des 4 grandes puissances victorieuses, à savoir l'Autriche, la Prusse, l'Angleterre et la Russie. Et ces 4 grandes puissances se disent on va s'arranger entre nous et les petits suivront. Mais tout ça va être contrecarré par les entreprises de Talleyrand, qui est ministre des Affaires étrangères d'abord de Napoléon, puis Louis XVIII, puis etc., il le reste. Et lui, il va s'appuyer sur les petits États. Et c'est une politique qui n'est pas nouvelle, hein, que Richelieu, qui a été pratiquée pour mettre un peu le trouble dans l'Empire germanique. Et c'est ce que fait Talleyrand, et il plaide en faveur de la légitimité des petits souverains et également du respect du droit public, dont la France depuis 20 ans s'était montrée d'ailleurs respectueuse au plus haut point. Et ça marche, et ça permet quand même à la France de s'en tirer honorablement. Et le Congrès va essayer de réorganiser la carte, et il va faire un peu la même chose à l'envers, c'est-à-dire qu'il va créer autour de la France des États tampons un peu plus solides que ceux qui existaient avant, et donc plus facilement capables de résister à d'éventuelles entreprises militaires. La France est quand même un pays extrêmement belliqueux, hein, il ne faut pas l'oublier, tout le monde le sait. Donc on forme des États tampons, par exemple le Royaume des Pays-Bas, qui va englober la Belgique, le Luxembourg et les anciennes provinces-unies, et qui va avoir pour souverain la famille de Nassau, prince d'Orange.
qui sont toujours là-bas d'ailleurs sur le trône. On va renforcer également toute cette partie rhénane en donnant à la Prusse donc la Rhénanie, la Westphalie et un tiers de la Saxe. Donc en fait la Prusse se trouve encore de plus en plus s'équilibre en ayant plus de territoire à l'ouest, hein, alors que c'est un pays assez oriental au départ. Et puis on va former, l'Italie étant très morcelée, a été vulnérable tout au long des siècles, et donc on va former un royaume important qui sera le royaume de Piémont-Sardaigne, qui va garder la frontière des Alpes. Quant à l'Autriche, elle recouvre l'archevêché, la principauté de Salzbourg, et puis en Italie, elle recouvre la Lombardie et la Vénétie, qui sont importantes pour elle parce que c'est son accès à la Méditerranée, sinon elle est complètement continentale, isolée au milieu du continent. Et puis, il y a un deuxième aspect de l'Autriche, c'est qu'elle devient présidente de la Confédération germanique, qui regroupe 29 États. Alors, il y a tout un ensemble d'États, ça ressemble au Saint-Empire romain germanique, mais de manière un peu différente, hein, moins féodale, mais c'est le principe, l'Autriche préside les 29 États de la Confédération germanique. Et tout cela doit mener à une politique d'équilibre, qui va être garantie par deux choses, par la règle de l'intangibilité des frontières. On ne touche pas aux frontières, même si elles sont absurdes. Et la deuxième chose, c'est qu'elle repose sur le maintien des souverains légitimes. Alors, qui va garantir tout ça? Eh bien, le Congrès accorde à chaque puissance un droit d'intervenir chez ses voisins pour rétablir une frontière qui a été modifiée ou pour restaurer un souverain légitime. Ça n'est pas considéré comme une agression dans ce cas-là, hein, ça se fait. Donc, voilà, les grandes puissances servent de police en Europe. Ça va se produire à plusieurs reprises. En 1823, la France va intervenir en Espagne. La Russie va intervenir en Hongrie en 1848. Ce sera à l'époque de la fin de l'ordre du Congrès de Vienne. Et puis il y aura là aussi l'expédition de Morée en Grèce, révoltée contre le sultan, de 1828 à 1833. Voilà. Alors il y a aussi un fait dont on parle beaucoup, mais dont l'importance est quasi nulle, c'est la Sainte Alliance. Alexandre Ier, le tsar, est assez mystique, et il propose à ses alliés de former une Sainte Alliance, donner un contenu religieux un petit peu presque messianique, à ce congrès de Vienne, bon, etc. Alors on va en parler beaucoup, ça va rester extrêmement vague et avoir des effets quasi nuls. Donc voilà, on en parle beaucoup, il faut savoir que ça existe, mais ça n'a aucune importance en fait. Et voilà comment les puissances se rééquilibrent. Je vais remarquer quand même qu'on vient de créer, et donc l'ordre postérieur à celui du Congrès de Vienne est déjà en germe, parce qu'on crée des puissances plus importantes en Italie, qui sont entièrement italiennes. Le royaume de Piémont-Sardaigne ne comprend que des États italiens. Et de même, la Prusse n'acquiert que des États germaniques. Alors que l'Autriche reste un État qui comprend plusieurs religions, plusieurs nationalités, plusieurs langues, voire plusieurs cultures. À la manière un peu du Saint-Empire, même s'il n'existe plus. Ainsi se met en place l'équilibre des puissances. Alors au cours du temps, on l'appellera parfois le concert des nations, parce que les nations vont prendre de plus en plus d'importance, mais comme nous le verrons, ce concert des nations aura tendance, au cours de ces représentations, à faire quelques couacs.